Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Leonardo SPA? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Et je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. Ok, je parle bien d'analyse quantitative qu'on appelle vulgairement analyse fondamentale. Et je vous ai toujours dit que l'analyse fondamentale, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres, le qualitatif fait parler les chiffres. Ok, ça nous permet également, le quantitatif nous permet également de poser les bonnes questions quand on va lire les rapports financiers. Parce que lire les états financiers, les rapports financiers, c'est deux choses différentes. Ok, donc par exemple ici, quand vous êtes sur le service Top Premium, vous pouvez demander des notes, vous pouvez demander ici des analyses quantitatives, d'accord, comme celle qu'on va faire présentement ici. En ce moment de ça, vous pouvez recevoir ici deux notes d'analyse. Donc, je vous envoie deux notes d'analyse concernant des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Donc, c'est à peu près une mini-analyse fondamentale, on va le dire comme ça. Donc, j'essaie de faire quelque chose ici qui pourrait tenir sur une page afin de vous donner le maximum d'informations possibles sur une entité. Donc, quand je présente une entreprise, ça ne veut juste pas dire que une fois en passant par là. Non, je reviens faire le suivi. Parce que si j'ai présenté, par exemple, l'entité qu'on appelle, c'est un exemple, Leonardo, je reviendrai faire le suivi quand ça sera nécessaire selon moi, parce que c'est une entreprise que je suis également. Je ne dis pas que je suis Leonardo, je prends l'exemple d'une entreprise que je suis, par exemple. Broadcom, c'est une entreprise que je suis. OK? Donc, sur Broadcom, par exemple, je peux lire et comprendre à peu près et recoller les morceaux par rapport à ce que j'ai compris le précédent trimestre ici, essayer de voir si c'est une compagnie assez extraordinaire. C'est une belle entité. Elle est sous-évaluée, d'accord? Mais ça reste une compagnie assez cyclique, même si elle essaye un peu de voilà, d'enlever à peu près ce manteau-là qui voudrait qu'elle soit cyclique, en fait. Mais ça reste une compagnie cyclique, ne vous faites pas avoir. Mais elle est sous-évaluée, n'empêche. D'accord? Mais le fait de savoir que l'entreprise est sous-évaluée, ça ne sert strictement à rien du tout si vous ne lisez pas les rapports financiers. C'est ça le problème. La lecture libère, la lecture libère, la lecture libère. C'est votre avantage concurrentiel. OK? Donc, si vous ne prenez pas la peine de lire sur vos différents investissements, c'est pour ça que je pose souvent la question de savoir, j'ai 30 entreprises en portefeuille, mais comment tu fais pour lire 30 rapports financiers trimestriellement? C'est impossible, sauf si tu mens. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a une cinquantaine, une quarantaine d'entreprises, et il vous dit que ces entreprises, il les connaît sur le bout des ongles, il ment. Sauf s'il a une grosse équipe à côté de lui. Mais très souvent, c'est du mensonge. Vous ne pouvez, à partir de 20 entreprises, vous commencez à ressentir la douleur. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis en train de réduire à une quinzaine d'entités. Mais je ne vous conseille pas de faire la même chose que moi. So, bref, c'est une parenthèse qu'on referme ici. Donc, en supplément de ça, pour les 60 places restantes, vous pouvez avoir accès à la formation comment analyser une banque et comment lire les rapports financiers qui sera disponible à la fin du mois d'avril. Pour la formation, c'est simple. Hein, d'accord? Je considère que chaque segment d'activité ici s'analyse d'une certaine façon. Vous n'allez pas analyser une compagnie bancaire comme vous allez analyser une compagnie dans le secteur de la défense ici. Ça ne se comporte pas de la même façon. Les questions à poser sont totalement différentes. Et c'est à cette question-là qu'on essaie c'est à ces questions-là qu'on essaie de répondre en faisant des formations thématiques ici. D'accord? Donc, vous comprenez bien que le prix qui sera affiché ici aujourd'hui, c'est uniquement pour le service Top Premium pour le moment, parce que de toute façon, à la fin de la journée, le service Top Premium, même le prix actuel sera complètement changé. Enfin, il va avoir tendance à évoluer, parce que ça demande également beaucoup de travail, d'accord? So, pour ceux qui veulent avoir accès à la formation thématique ici, pour les 60 places restantes, elle est là, d'accord? Donc pour le moment, ici, si vous abonnez et que vous constatez qu'il reste encore des places, parce qu'une fois qu'il n'en restera plus, ça sera complètement fermé ici et le prix ici aura tendance à changer. Donc, on continue. Pour Leonardo, on va directement. Vu que c'est la première fois qu'on étudie cette compagnie, non, excusez-moi si je prends du temps ici pour présenter mon service ici, c'est tout simplement parce que je suis mon propre annonceur, d'accord? Donc je n'ai aucun sponsoring, je ne fais sponsoring de rien du tout, d'accord? Aucune plateforme de trading ou bien de courtage ou je ne sais pas quoi. Donc voilà. So, on continue. En termes de revenus, c'est une compagnie qui exerce ici dans le secteur de la défense. OK? Donc, c'est une figure parmi les leaders européens de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de défense aérospatiale. Donc, le chiffre d'affaires par famille de produits et de services se repartit comme suit. Systèmes de défense, armes, radars, hélicoptères, équipements aéronautiques. Donc, quand on parle de ça, vous comprenez que l'année 2022-2023 sera tout simplement une assez bonne année ici pour ce genre d'entreprise. OK? Donc, on continue ici. Donc,
Qu'est-ce que ça nous donne ici en termes de revenus enfin, par rapport au passif de cette compagnie-ci? Qu'est-ce qu'on observe? On voit ici que c'est une compagnie, jusqu'en 2017 ici, elle avait des revenus assez décroissants. Votre rôle maintenant en tant qu'investisseur est de savoir pourquoi. Parce que techniquement, une entreprise, au pire des cas, ses revenus doivent être stables. Je dis bien au pire des cas. Quand vous avez une entreprise qui a des revenus décroissants, d'abord, vous vous demandez, est-ce qu'elle n'a pas fait un spin-off? D'accord? Auquel cas, si elle n'a pas fait de spin-off, c'est-à-dire qu'elle a un secteur d'activité ici qui est en décroissance. Et il faudrait savoir pourquoi. Parce que ça pourrait revenir à nouveau. Regardez, on a connu une croissance ici pendant une dizaine d'années. Et là, subitement, en partie 2011, 2010, ça commence avec une décroissance. Donc, depuis à peu près 2017, on a des revenus qui sont de plus en plus croissants. C'est bien. Mais est-ce que ça s'accompagne ici avec des marges brutes assez élevées? On regarde. On voit ici que les marges brutes sont plutôt stables. OK? On a peut-être quelque chose de moins élevé ici, mais je pense que c'est plutôt un problème au niveau du logiciel. Mais je ne pense pas qu'on ait des marges brutes à ce niveau-ci. OK? On pourrait comparer ici avec des marges EBITDA pour voir à peu près ce que ça donne. On voit ici que les marges EBITDA sont aux alentours ici de 9%, donc plutôt stable. Donc, en fait, ce qui me permet de dire ici que les marges brutes ici ne représentent pas les véritables marges brutes de la compagnie. C'est parce qu'en fait, cela reviendrait à dire que cette compagnie-ci, le différentiel entre la marge brute et la marge EBITDA n'est que de 2%. Ça m'étonnerait énormément. Ça m'étonnerait énormément. Donc, je pense que ça, c'est plutôt une erreur logicielle. Donc, n'oubliez jamais que vous êtes à la merci parfois des agrégateurs comme celui-ci. Donc, ne vous fiez pas à 100% à ces agrégateurs. Ça reste un outil d'aide à la décision. Je dis bien aide à la décision. OK? C'est pas, voilà, c'est pas le Graal ni quoi que ce soit. C'est pour ça que quand je dis souvent, même si vous avez un Google Sheet ou bien un Excel qui va vous donner la valeur d'une entreprise, ça ne veut rien dire du tout, en fait. Techniquement, la valeur d'une entreprise dépend de beaucoup d'éléments. Et tant qu'on reste sur les éléments quantitatifs, c'est bien. Mais à la fin de la journée, ces éléments quantitatifs-là ne valent rien si ça ne peut pas être soutenu par des éléments qualitatifs. C'est pour ça que je vous dis toujours, qu'importe le fait qu'on soit optimiste ou bien qu'on détermine ici que l'entreprise est sous-évaluée, il faut absolument lire les rapports financiers. Si vous ne lisez pas les rapports financiers, vous êtes en train de spéculer. Donc, vous n'êtes pas différent ici de quelqu'un qui fait du chartisme. D'accord? Donc, on continue. Alors, une fois qu'on a les marges nettes, les marges EBITDA, si on compare les marges nettes et les free cash flow pour voir si on parle le même langage. OK? Free cash flow et marges nettes ici, on les met sur le même graphique. Je les mets ici en yearly. D'accord? Euh, voilà, c'est pas exceptionnel. En tout cas, pour moi, je ne trouve pas. C'est un business assez. Je vois que les marges ne sont pas. C'est difficilement tenable. Parce que si vous comparez par exemple à Lockheed Martin, à d'autres compagnies ici dans le secteur de la défense, ou même à Thales, vous allez voir que c'est plutôt stable à Thales. Ou bien dans ce genre d'entité, Lockheed Martin, voilà, ce genre d'entité, c'est Boeing, parce que Boeing également, c'est une compagnie qui exerce dans le secteur de la défense. Donc, c'est plutôt stable. So, ce qu'on fait ici, une fois que je remarque que les marges sont à peu près un peu compliquées, ok, je vais aller regarder quelles sont les marges ici. Vu que c'est une compagnie européenne, j'aurais tendance ici à prendre les marges nettes parce que je ne fais pas confiance au free cash flow des compagnies européennes et on peut prendre en considération les loyers, des choses comme ça. Donc, en termes de marge nette ici, je constate quoi? En termes de marge nette ici, j'ai à peu près des marges nettes aux alentours de 2,56%. Sur les 20 dernières années, j'ai à peu près 3,57%. Sur les 10 dernières années, j'ai 3,95%. Sur les 5 dernières années, j'ai 4,16. Donc, vous voyez que les marges fluctuent énormément. Donc, je prendrai du 4% ici pour me protéger, mais en vérifiant quand même où est-ce que le management s'en va avec ces marges-là. Où est-ce que les analystes s'en vont avec ces marges-là. OK? Je vois ici que les marges attendues en termes de free cash flow sont de 4% dans les années à venir, 4,72. Les marges nettes sont même aux alentours de 5% ici. Donc, en prenant du 4%, j'essaie de me protéger. D'accord? Parce que c'est une entreprise ici. On avait une décroissance des revenus jusqu'en 2018-2019. Donc, depuis qu'on a une croissance des revenus, si tant que je ne sais pas pourquoi, il faut que je me protège. Et quand bien même je saurais pourquoi, il faut que je me pose la question de savoir est-ce que c'est durable. Donc, mon but n'est pas d'avoir précisément raison, mais d'avoir le moins de tort possible. Donc, je ne veux pas prendre des marges de 6% et me retrouver à avoir 4% sur les 10 prochaines années. Donc, je prendrai du 4% parce qu'elle a déjà montré par le passé qu'elle est capable de maintenir ce 4%-là, au moins sur les 5 dernières années. Donc, le fait qu'on me mentionne ici qu'on a des marges, on aura des marges de 5,5%, 4,72%, c'est de l'information supplémentaire. Tant mieux. OK? Maintenant, en termes de revenus, est-ce que c'est un business qui est facilement prévisible? On pourrait aller regarder ici sur les marges nettes. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est assez compliqué de faire des prévisions sur ce business. D'accord? C'est assez compliqué.
Même s'il y a énormément d'analyses sur le dossier, c'est assez compliqué. Donc faites attention à ce qu'on va prendre présentement parce que ça prend avec des pincettes. Donc quand je prends ici les revenus attendus en 2025, c'est à prendre avec des pincettes. OK? Donc quand je prends ici 16 milliards 854 multiplié par 4% de ce montant-là, en termes de PER, qu'est-ce qu'on va utiliser en date d'aujourd'hui? Donc je prends les price to earning sur les 12 derniers mois. OK? Donc ça nous donne combien en médiane? On prend ça ici. Ça nous donne à peu près, on a 12 fois les bénéfices ici. Je vous dirais, c'est un business qui peut s'échanger à plus de 15 fois les bénéfices. OK? C'est un business qui peut s'échanger à plus de 15 fois les bénéfices. Mais je prendrais quand même 15 fois les bénéfices, comme on l'a dit ici. Donc, c'est un business qui peut s'échanger entre 15 et 20 fois les bénéfices. OK? Donc, peut-être si vous avez, on peut mettre 17 fois les bénéfices si on reste conservateur. Mais je prendrais quand même 15 fois les bénéfices. OK? Donc, je prends fois 15 fois les bénéfices, moins la dette nette. Quel est le niveau de dette nette qu'on a présentement ici sur Leonardo? Donc ici, c'est le nom de, enfin, ça a une connotation, ça ressemble un peu au nom d'une personne, mais c'est le nom vraiment d'une compagnie. Attention, donc, quoique, le nom d'une compagnie, le nom d'une personne, c'est pas trop différent. Donc ici, en termes de dette nette, qu'est-ce qu'on obtient? Net dette, on a ici à peu près 3 milliards 100 millions. 3 milliards 100 millions ici. Donc, dette nette sur EBITDA, on essaie de regarder ça ici. Sur les 12 derniers mois ici, on a une dette nette sur EBITDA ici aux alentours ici de combien? Donc, dette nette sur EBITDA, aux alentours de combien? Aux alentours de 2,1 fois les bénéfices. OK? Donc, on est à peu près à 3 milliards 10, enfin, moins 3 milliards 100, divisé par le nombre d'actions. On a à peu près combien d'actions en date d'aujourd'hui? On se retrouve à peu près à 575 millions d'actions, 575,3, donc divisé par 575,31 pour ceux qui aiment la précision. Ça donne ici une valorisation aux alentours de 12,18 €. Donc, je dirais que cette compagnie-ci est correctement évaluée. Si on prend en considération, en prenant en considération une légère croissance jusqu'en 2025, OK, correctement évaluée. N'oubliez pas également que j'ai pris en considération la dette nette. Si cette compagnie-ci vient à vous distribuer la totalité ici des bénéfices nets en dividendes, si on sous-entend également que ces bénéfices nets-là soient stables dans le temps, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, on a un rendement sur coût d'à peu près 10%. OK? 10%. Donc, ça pourrait être intéressant du point de vue rendement par rapport aux bénéfices nets. La différence ici provient uniquement du dividende. Donc, c'est pour ça que je dis que sur cette compagnie, ça pourrait être intéressant à aller creuser. Maintenant, questionner la politique d'allocation du capital, questionner à peu près la pérennité du business model, même s'il semble-t-il que ce soit un business model assez correct ici. Mais n'oubliez pas que ça reste également un business assez cyclique qui pourrait avoir tendance à gagner beaucoup d'argent, notamment par rapport aux différents conflits dans le monde. Ce n'est pas un secteur d'activité qui m'intéresse particulièrement. Donc, comprenez également que mon raisonnement peut être biaisé. Mais sur Leonardo, il y a de fortes chances qu'au prix actuel, on ne surpaye pas du point de vue quantitatif. Mais l'hypothèse sous-jacente derrière tout ça, c'est toujours la stabilité de ces marges-là, de ces bénéfices-là. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je vous encourage toujours à lire vos rapports financiers et on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo ou bien sur le service Top Premium. Merci.